Bonjour et bienvenue à tous. Et c'est vraiment toujours un très grand plaisir pour moi de reprendre le cours de nos travaux ensemble en ce début de saison hivernale. Nous nous retrouvons une fois de plus dans cet amphithéâtre Navarre qui apparemment, nous a annoncé l'administrateur, va subir un lifting bientôt. Apparemment, les fauteuils ont un peu vécu. Je ne sais pas si vous le ressentez. En tout cas, on aura bientôt donc des fauteuils tout neufs. Donc, l'Amphi Navarre sera encore plus accueillant qu'il ne l'est maintenant. Alors, nous sommes lancés dans ce cycle dont le titre est plein de très grands mots, peut-être trop grands. Universalité, mondialité, cosmopolitisme, comme aurait dit le général de Gaulle, vaste programme. En réalité, l'idée de départ n'était pas de remplir un programme précisément, mais de questionner les prétentions chinoises à la dimension universelle, la dimension mondiale et cosmopolite. Vous savez que c'est quelque chose qui est très présent dans le discours officiel chinois maintenant, maintenant que la Chine est en train tout simplement d'acheter le monde. Il faut en même temps que ce soit soutenu par une prétention à l'universalité qui, à mon avis, est quand même assez discutable. Mais il m'a semblé que le meilleur moyen de procéder à cela, c'est de confronter ces prétentions de la Chine à son dehors immédiat, à savoir le monde indien d'un côté. Donc c'est ce monde indien qui nous a beaucoup occupés ces derniers temps, et l'entité japonaise de l'autre, dont il va être question cette année. Alors, du fait que le monde indien représente quand même un très gros morceau à tout point de vue, nous avons dû y consacrer du temps et nous allons continuer pendant un petit moment. Alors, nous avons commencé par examiner ce qui a fait, à mon sens, le fondement de l'universalité à la chinoise, à savoir ce que j'ai appelé le continuisme anthropocosmique, c'est-à-dire en gros la continuité sans couture entre le monde humain et le cosmos. Donc ce continuisme assuré par la culture ritualiste. Et nous nous sommes ensuite efforcés de montrer que ce continuisme est ancré dans une conception fortement centrée et hiérarchisée de la civilisation chinoise, conception qui se traduit par une représentation spatiale qui privilégie la figure géométrique la plus stable, c'est une figure géométrique hyper stable, donc du carré, et le schéma du quadrillage. Donc, je suis en train de faire un rappel rapide de là où nous étions restés pour ensuite reprendre le cours de notre propos. Alors, cette civilisation chinoise se projette donc comme une centralité très forte qui irradie son influence par cercles concentriques sans qu'il y ait de limite. Donc vous avez un monde qui est fortement centré, mais qui irradie, si on peut dire, de la civilisation dans toutes les directions, sans qu'il y ait de limites extérieures. Et donc l'année dernière, nous nous sommes intéressés
à la manière dont cette centralité civilisatrice traite avec les autres. Alors les autres, c'est-à-dire les autres moins civilisés ou non civilisés, ceux qu'on a pu appeler ces barbares des quatre Orients. Donc vous avez dans ce schéma donc, de cercle concentrique, dont vous vous souvenez peut-être, vous avez au nord donc, les barbares Ti, à l'est les barbares Yi, au sud les barbares Man et à l'ouest les barbares Rong. Donc, ces barbares aux quatre Orients sont disposés donc en dehors, si j'ose dire, du précaré des pays centraux, c'est-à-dire donc en chinois Zhongguo, dont je rappelle que au départ, ça ne signifie pas le pays ou l'empire du milieu, mais les pays donc de la plaine centrale, c'est-à-dire du bassin moyen du fleuve Jaune. Et ces pays centraux sont représentés ici sur la diapositive par la figure du Tianzi, c'est-à-dire le fils du ciel. Et donc vous avez les cercles roses qui sont tout proches donc, de cette centralité. Ensuite, en dehors, vous avez les cercles bleus des vassaux plus éloignés, des sujets plus éloignés. Et en dehors donc, de ces cercles de couleurs, vous avez donc ces quatre tribus de barbares aux quatre Orients. Alors, ces barbares, on leur attribue des mœurs qui les rapportent aux non-humains et à l'animalité. On les décrit souvent comme portant les cheveux dénoués. Ils sont très souvent tatoués à la manière des démons, selon l'imaginaire chinois. Ils sont vêtus de peau de bête ou couverts de plumes d'oiseaux. Et surtout, ils ne se nourrissent pas de céréales, puisqu'ils ne sont pas sédentaires, justement comme les Chinois. Donc, ils ne cultivent pas les céréales et ne s'en nourrissent pas. Et on soupçonne certains de manger cru. Alors ça, ce sont donc les traits distinctifs de ces barbares. Alors toute la question était de savoir si ces Yidi, comme on les dénomme très souvent, donc en prenant ceux de l'Est et ceux du Nord, les Yidi sont considérés comme des non-humains, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont considérés comme ontologiquement autres, c'est-à-dire relevant d'une autre espèce, plus proche de l'animal que de l'humain, ou bien est-ce qu'il faut considérer que c'est leur comportement qui est comparable à celui de bêtes sauvages. Vous vous souvenez peut-être que nous avions vu ces textes, en particulier tirés du Zhangguoce et du Guoyu. Donc le Zhangguoce, ce sont donc des chroniques concernant donc les royaumes combattants, et les Guoyu, ce sont des propos concernant donc les différentes vassalités dépendantes de la royauté Zhou. Alors dans ces textes, que nous n'allons pas relire maintenant, mais j'ai souligné en rouge cette expression récurrente ici, donc ruo qin shou, ici que vous retrouvez ici à l'identique, ruo qin shou, qui veut dire donc que ces barbares se comportent comme ruo, c'est comme
des bêtes sauvages, ou comme s'ils étaient des bêtes sauvages. Et ce qui est reproché à ces barbares, au fond, dans ces exemples de rhétorique confucéenne, finalement, ça se borne à ce que ces créatures ne connaissent pas les rites, pushi, li. Donc, il s'agirait en fait, dans cette vision du barbare, plus d'une forme de culturalisme que de racisme à proprement dit. Donc, vous avez deux positions possibles, c'est-à-dire soit le fait de considérer que ces barbares sont des animaux carrément, ou alors simplement qu'ils se comportent comme des animaux, alors qu'ils pourraient, s'ils acceptaient d'être civilisés par les Chinois, se comporter comme des humains, comme tout le monde. Alors, les Confucéens conçoivent donc les non-civilisés comme des êtres qui finalement ne connaissent pas les rites. Et vous avez par ailleurs donc les critiques des Confucéens, qui sont critiques envers les Confucéens parce qu'ils s'en prennent en premier lieu précisément au ritualisme confucéen. Donc ces critiques, qui sont nombreux donc, dans l'ère pré-impériale, expliquent pour leur part donc la sauvagerie des non-civilisés par un relativisme culturel aux résonances parfois très modernes. Nous avions vu donc l'année dernière que pour les moïstes, donc les adeptes de Mozi, donc maître Mo, qui est, pour disons faire bref, une espèce de dissident en fait de l'école confucéenne, dissident parce que précisément l'école de maître Mo se montre extrêmement critique vis-à-vis du ritualisme confucéen. Donc, alors pour les moïstes, c'est d'abord une question de conditions de vie et de différence simplement de coutumes. Et ceci amène les moïstes à expliquer, par exemple, que le cannibalisme de certaines populations dites barbares n'est pas pire, au fond, que la pratique de la condamnation à mort commune dans les pays centraux considérés comme le cœur de la civilisation. Et vous vous rappelez que ça n'a pas manqué de nous rappeler le fameux chapitre que nous connaissons tous sur les cannibales dans les essais de Montaigne, qui fait en même temps une allusion très claire aux guerres de religion de son époque. Je vous rappelle ce passage magnifique de Montaigne où il dit que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Et continue Montaigne, je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par géhenne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion. Donc tout ça, c'est au fond pire que, continue Montaigne, de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Alors, vous avez ce parallèle assez frappant entre cette scène d'anthropophagie rituelle chez les Tupinamba du Brésil,
Vous avez ici cette illustration où vous voyez une sorte de barbecue d'un être humain qu'on est en train de découper en morceaux pour le faire griller. Et cette illustration figure dans un livre dû à André Tevet, paru donc en 1557. Alors, nous sommes en fait pas très longtemps après la fondation du Collège de France. Et ce livre s'intitule « Les singularités de la France antarctique, autrement nommée Amérique, et de plusieurs terres et îles découvertes de notre temps ». Donc, ce André Tevet est un personnage assez exceptionnel qui a beaucoup voyagé donc, dans le Nouveau Monde de l'époque, au XVIe siècle. Et dans ce livre figurent des chapitres qui ont fait sensation, évidemment, à l'époque et continuent à créer un certain sentiment de répulsion sur la guerre pratiquée par les Tupinamba et l'anthropophagie rituelle, c'est-à-dire le fait de manger un ennemi qu'on a tué. Et André Tevet a ce commentaire, je cite, « La plus grande vengeance dont les sauvages usent et qui leur semble la plus cruelle et indigne est de manger leur ennemi. » Et ensuite, Tevet fournit une description complètement neutre et en termes très détachés de ce rituel d'anthropophagie, sans aucun jugement moral. Il dit ceci, « Ce corps, ainsi mis en pièces et cuit à leur mode, sera distribué à tous, quelque nombre qu'il y ait, à chacun son morceau. » Et donc le texte est accompagné de deux gravures qui montrent d'abord le massacre du prisonnier et ensuite, une fois qu'il est trépassé, comme dirait Montaigne, l'équarrissage de la victime. Et c'est évidemment assez significatif de voir que Montaigne met en parallèle donc ces pratiques cannibales de quelqu'un qui est trépassé avec donc les guerres de religion qui font rage à son époque. Et vous avez ici cette fameuse représentation du massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. Donc vous voyez que nous sommes ici exactement à la même époque. Et Montaigne parle en fait de l'actualité qui lui est contemporaine, et il dit clairement que finalement ces sauvages qu'on nomme sauvages parce qu'ils mangent de la chair humaine, au fond c'est pas pire que ce que nous faisons entre nous. Alors, si nous revenons à nos moutons chinois, si j'ose dire, il est assez intéressant d'observer la manière dont ce qu'on a pu appeler la métaphore de la bête sauvage devient un poncif de la rhétorique guerrière qui justifie la politique de conquête et d'expansion menée par les empereurs de la dynastie Han, dont je rappelle qu'ils ont duré 4 siècles, entre 2 siècles avant le début de l'ère chrétienne et 2 siècles après. Ces guerres de conquête et d'expansion dont se souviennent encore les Coréens au nord et les Vietnamiens au sud, menées notamment par l'empereur Wu, le bien nommé empereur martial, dont le règne de 141 jusqu'à sa mort en 87 avant Jésus-Christ fut l'un des plus longs et des plus marquants des Han antérieurs, et pour cause. Alors, dans le dernier paragraphe du chapitre consacré aux Xiongnu, c'est-à-dire donc ces peuplades nomades au nord et à l'ouest de l'espace chinois de l'époque, vous avez un chapitre entier qui leur est consacré dans le Han-shu, c'est-à-dire donc les annales des Han, des Han antérieurs,
sous-entendu. Nous voyons donc dans la partie finale de ce chapitre un morceau de bravoure que nous avons lu l'année dernière qui aligne tous les poncifs et lieux communs possibles concernant ces Xiongnu qu'on nous présente véritablement comme des sauvages. On nous dit ceci, qu'ils sont cupides, qu'ils aiment le profit, comme si les Chinois n'aimaient pas le profit, n'est-ce pas? Ils laissent leurs cheveux dénoués et croisent leur tunique à gauche. Ils ont, et là vous avez l'expression que j'ai soulignée en rouge ici, 人面兽心, c'est-à-dire donc ils ont des visages d'hommes, d'humains, mais des cœurs de bêtes sauvages. Et voilà pourquoi, là vous avez ces expressions que j'ai soulignées en rouge, voilà pourquoi les anciens rois traitaient donc ces barbares comme justement des bêtes sauvages, c'est la phrase que vous avez ici, vous retrouvez l'expression qinshou ici, qui désigne donc les oiseaux et les bêtes sauvages. Et voilà pourquoi ces anciens rois ne s'engageaient avec ces barbares sur aucun traité ni aucun serment et ne lançaient contre eux aucune expédition punitive. En effet, si vous faites un traité avec eux, ils dilapident vos présents et vous dupent, et si vous les attaquez, ils épuisent vos troupes et appellent au brigandage. Effectivement, ces nomades qui se déplacent à cheval sont évidemment beaucoup plus mobiles, beaucoup plus rapides et pratiquent une sorte de guérilla avant la lettre contre les troupes impériales chinoises. Leurs terres, alors là vous avez quelque chose d'important, leurs terres ne sont pas cultivables pour qu'ils puissent justement se nourrir de leur propre culture, et ces gens ne sont pas traitables comme des sujets. Voilà pourquoi donc on les exclut, c'est-à-dire littéralement shi wai, wai ça veut dire dehors, et ici c'est utilisé comme un verbe, voilà pourquoi on les rejette dehors, et qu'on ne les considère pas comme des gens qui font partie de l'intérieur donc de l'espace civilisé chinois. Alors, paradoxalement, cette tirade du Han Shu, des annales des Han, nous fait entrevoir donc une motivation à la fois politique et économique dans l'acharnement à tirer un trait de démarcation entre ce qui est de la centralité, les pays centraux, et de l'autre côté donc les barbares, donc entre d'un côté les civilisés, de l'autre les sauvages, entre les sédentaires, cultivateurs, et les nomades cavaliers, mais aussi, et là ça figure justement dans la dernière phrase que nous avons lue, il y a la distinction entre ceux de l'intérieur, autrement dit qui payent des impôts, alors toujours sujet d'actualité, n'est-ce pas, et ceux de l'extérieur avec qui qui ne sont pas imposables, puisque justement ce sont des nomades, ils n'ont pas de terre fixe, par conséquent ils ne sont pas imposables. Et ça c'est vraiment, je pense, ce qu'il y a derrière toute cette rhétorique sur les sauvages. Donc avec ces gens de l'extérieur, il faut user donc de diverses stratégies qui peuvent aller donc de la domination par la force, c'est-à-dire une politique de conquête comme celle qu'a menée l'empereur Wudi des Han, et ça peut aller aussi vers les tentatives d'amadouer ces sauvages, par exemple par une politique d'alliance, c'est-à-dire donc de proposer à ces chefs nomades des alliances avec des princesses chinoises. C'est ce qu'on a appelé la politique du Heqin, c'est-à-dire donc de l'harmonie par le fait de
d'inclure donc ces barbares dans un lien de parenté. Et vous avez justement cette expression reqin ici sur un embout de tuile qu'on a retrouvé dans le Grand Ouest chinois qui date de l'époque Han. Et puis, ça peut aussi passer par la fameuse politique du tribut, qui oblige ces sauvages donc, à reconnaître leur allégeance à la centralité chinoise en venant périodiquement donc, à la cour des Han pour payer le tribut et donc plier le genou devant l'empereur de Chine. Alors, le plus comique dans tout ça, c'est que ce magnifique exercice de rhétorique anti-barbare, anti-sauvage, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en réalité, les Xiongnu, c'est-à-dire donc ces nomades qui vivent sur la périphérie nord et ouest du monde chinois, et qu'on a pu plus tard assimiler aux Huns, les Huns qui nous sont arrivés dessus aussi à l'autre bout donc, du continent eurasiatique bien plus tard. Donc, ces nomades étaient d'une puissance telle qu'ils étaient capables d'inquiéter et d'attaquer les Han au point de devenir une menace permanente. Vous avez ici une carte qui vous donne l'état disons, de ce continent eurasiatique, précisément à l'époque Han. Donc vous avez ici la Chine des Han, et vous voyez un petit peu donc ce qu'on appelle en anglais le Xiongnu Khanate, donc le Khanat Xiongnu, qui est quand même justement assez vaste et assez puissant pour représenter une véritable menace et un casse-tête permanent justement pour les Han. Et en attestent les missions de longue durée du fameux Zhang Qian, donc, qui a vécu entre 201 et 113, donc envoyé précisément par l'empereur Wu, toujours le même, vers l'ouest, à 2 reprises, et dont la mission était précisément de chercher des alliés contre les Xiongnu. Et ce qui l'a amené dans ces 2 expéditions, vous voyez donc la première qui a pris une route plutôt nord, et la seconde qui a essayé de contourner donc le désert de Gobi par le sud. Toujours est-il que Zhang Qian a été amené à pousser de plus en plus loin vers l'ouest à la recherche de ses alliés, et il est allé les chercher notamment chez cette peuplade qu'on a appelée en chinois donc les Yuezhi ou les Rouzhi. Et ce faisant, nous avons vu donc que ce premier empire centralisé Han, qui a expérimenté toute la gamme des stratégies possibles vis-à-vis des autres, et notamment de ces Xiongnu, cet empire en est arrivé à prendre conscience de l'existence possible, très loin à l'ouest, d'autres centres de civilisation, dont ce que les annales chinoises appellent Da Qin, le grand Qin, tout à fait à l'ouest, qui correspond à l'Empire romain, ou plus disons la partie orientale de l'Empire romain, et Tianzhu ici, donc, c'est-à-dire en gros le monde indien. Et nous avions vu justement avec cette carte des exonymes, c'est-à-dire les noms qui sont appliqués justement aux peuplades non chinoises, aux étrangers, nous avons vu que très curieusement,
quand vous faites le tour de l'espace chinois, vous avez ici la centralité des Huaxia, c'est-à-dire donc de la civilisation chinoise. Donc vous retrouvez autour du précaré donc central vos Ti au nord, Yi à l'est, les Man au sud et les Zhong à l'ouest. Et ensuite, vous avez sur la périphérie immédiate justement de l'espace chinois des peuplades qui portent comme par hasard des noms peu flatteurs, hein, avec par exemple, nous avions ce tableau, donc à gauche, vous avez les noms de ces peuplades qui portent pour la plupart des radicaux, hein, des clés assez peu flatteuses, comme par exemple les Ti ou les Quanlong qui comportent la clé du chien. Ici, Man, Zhou, 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 etc., qui comportent la clé de l'insecte rampant, hein, ou du ver de terre. Hein. Bon, ici, vous avez les mots qui s'écrivent avec la clé du cuir animal. Ici, Qiang, Jie, tout ça, ce sont des peuplades à qui on accole le radical du bouc. Hein. Donc tout ça, vous avez cette politique graphique, si j'ose dire, enfin de l'exonyme peu flatteur que vous trouvez donc sur la périphérie immédiate donc de l'espace chinois. Et le plus curieux, c'est que quand vous vous éloignez donc de cette centralité chinoise, vous trouvez donc des exonymes qui sont eux plutôt flatteurs. Vous avez par exemple, justement, je viens de citer Ta Qin, qui veut dire le grand Qin. Vous avez ce qualificatif Ta, qui veut dire grand, que vous retrouvez ici, par exemple, avec Ta Xia, hein, qui correspond à la bactriane. Hein, et en plus de ce qualificatif de grand, vous avez donc la reprise d'un nom dynastique chinois. Qin, c'est la toute première dynastie chinoise. Et Xia, c'est aussi en fait le nom d'une dynastie de la haute antiquité chinoise. Donc là, c'est quand même très nettement flatteur. Et vous avez aussi d'autres noms comme par exemple Kangju, qui veut dire donc le fait de résider dans la prospérité. Vous avez Kuei-shuang ici, Kuei qui veut dire le noble, hein, et puis bien sûr vous avez Tianzhu, qui est une des dénominations pour le monde indien, ou du moins ce que la Chine en connaissait, qui évoque donc une région céleste, Tian. Et donc nous avions vu justement que non seulement ces exonymes parlent d'eux-mêmes, hein, vous avez d'un côté donc les autres immédiats, hein, qu'on méprise, qu'on considère vraiment comme des sauvages, hein, et dont les noms sont accompagnés justement de radicaux d'animaux, et vous avez les autres lointains, hein, les autres au-delà des autres, hein, qui eux sont mythifiés et idéalisés. Alors, par exemple, vous avez dans le Hou Han-shu, c'est-à-dire donc les annales des Han postérieurs, également un chapitre consacré donc au Xiyu, c'est-à-dire aux contrées de l'Ouest, c'est-à-dire en fait l'Asie centrale, et vous avez des considérations justement sur Ta-Qin, dont nous avions vu que ça correspond à l'Orient romain, et on nous dit donc dans cette citation que les gens de Ta-Qin sont de haute taille, hein, et d'une parfaite honnêteté. Et la phrase suivante est très intéressante, You lei zhongguo, c'est-à-dire il y a là quelque chose de la même espèce, hein, de comparable aux pays centraux.
parce qu'ils sont de haute taille et qu'ils sont d'une parfaite honnêteté, ils sont comme nous, Chinois. Voilà pourquoi donc ce pays est appelé le Grand Qin. Pourquoi, au fond, ce sont des gens comme nous, donc d'une haute civilisation et comparables à nous. Et de la même façon, à propos de Tianzhu, qui est également nommé Shenzhou ou Yuanzhou selon les prononciations. J'ai rappelé entre parenthèses la dénomination actuelle de l'Inde qui est Yingdu, par référence donc à l'Indus, donc c'est la civilisation de l'Indus. On vous raconte justement dans ce passage que nous avons lu l'année dernière que ce royaume céleste fait l'objet donc de fantasmes absolument fabuleux, dans la mesure où, comme l'Empire romain, s'est présenté comme un autre centre de civilisation qui est décrit comme peuplé de sédentaires qui cultivent la terre, par opposition donc à ces nomades qui sont autour du territoire chinois. Ce sont des sédentaires qui disposent donc de riches ressources naturelles, des métaux précieux, des animaux rares, des épices, et qui produisent des objets sophistiqués, c'est-à-dire donc des textiles, des parfums, du sucre, parce qu'il semblerait donc, nous le remarquions l'année dernière, que la technologie de la fabrication du sucre soit arrivée en Chine à partir de l'Inde. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup frappé l'imaginaire chinois. Ce sont des gens qui montent des éléphants. Donc là, vous allez voir dans l'iconographie chinoise apparaître donc les éléphants aux côtés du phénix et du dragon chinois. Vous voyez apparaître des éléphants. Et on nous dit aussi que ce sont des gens qui n'aiment pas tuer ni aller à la guerre et qui pratiquent la voie du Bouddha. Donc, vous avez cette phrase surlignée en rouge, Xiu Fu Tu Tao, donc qui pratique le Tao du Fu Tu, c'est-à-dire du Bouddha. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils n'aiment pas tuer ni aller à la guerre? En tout cas, c'est mis dans la même phrase. Et dans l'épilogue de ce chapitre sur les contrées occidentales, on nous dit que ce pays de Tianzhu, Qiguo, de Yinhu Zhongtu, c'est-à-dire donc ce pays est plus florissant que Zhongtu, c'est-à-dire la terre du milieu, c'est-à-dire la Chine. Donc là, vous avez de manière tout à fait explicite la reconnaissance justement que quand vous parlez de Daqin, l'Orient romain, ou quand vous parlez de Tianzhu, de la région céleste du monde indien, là, il y a la reconnaissance tout à fait explicitée d'autres centres possibles de civilisation. Mais, il y a tout de suite un mais, et ça, vous avez un réflexe chinois tout à fait caractéristique. À peine a-t-on reconnu l'existence d'autres sources possibles de civilisation et de sagesse civilisatrice, en l'occurrence ici le Bouddha, à peine a-t-on fait ça que l'on s'empresse d'essayer de lui trouver des origines chinoises. Alors, nous avions lu l'année dernière donc ce texte qui est dû à Yu Huan, intitulé donc le Wei Lue, c'est-à-dire donc une sorte de présentation abrégée donc de la dynastie Wei, composée donc entre 239 et 265. Donc nous sommes au IIIe siècle de l'ère chrétienne, et ce livre
comporte également un chapitre sur les Xiyu, c'est-à-dire donc les contrées de l'Ouest. Donc à partir des premiers siècles de l'ère chrétienne, dans toutes les formes d'annales historiques chinoises, vous avez systématiquement donc un chapitre consacré à ces contrées occidentales. Alors dans ce chapitre, je vous rappelle rapidement, donc on nous parle d'un pays, donc le pays du Bouddha, enfin en tout cas où les livres canoniques bouddhiques de Futu, toujours Bouddha, disent que le roi a engendré Futu, c'est-à-dire le Bouddha. On nous dit que le Bouddha était un prince héritier, on nous donne le nom de son père, Xie Toye, donc qui est probablement la transcription chinoise de Suddhodana, donc le nom du père du Bouddha historique, et sa mère était appelée Moye, c'est-à-dire Maya en sanskrit. Alors, et là, on a donc la vision caractéristique du Bouddha. Le Bouddha avait le corps recouvert d'une couleur dorée. Ça, c'est quelque chose qui revient justement dans les récits mythiques concernant le Bouddha. On le voit en songe, on voit un être doré. Ses cheveux sont bleu-noir comme des fils de soie. Sa poitrine, alors là, ça commence à devenir un peu problématique. Sa poitrine est couverte de poils bleu-noir et il a un organe, alors on ne sait pas si c'est de sa langue qui est rouge comme du cuivre. Alors là, c'est une vague allusion, je pense, aux 32 lakshana, donc les signes physiques distinctifs du Bouddha. Et on nous dit également qu'à l'origine, Maya, donc la mère du Bouddha, après avoir rêvé d'un éléphant blanc, s'est retrouvée enceinte. Et à sa naissance, le Bouddha sort du flanc gauche de sa mère et dès sa naissance, il a les cheveux, d'abord il a beaucoup de cheveux, et qui sont noués en chignon. Et là, c'est le Lushnisha donc, que vous trouvez dans la représentation du Bouddha classique. Et on nous dit qu'à peine eut-il touché terre, qu'il fut capable de marcher 7 pas. Donc là, vous avez le récit d'une naissance extraordinaire. Et ce pays, on nous dit, se trouve au milieu des villes du Tianzhu. Et ensuite, bon, alors là, je vous passe un petit peu les détails. On vous parle donc de quelqu'un au Tianzhu qui aurait donc enseigné la doctrine du Bouddha, et c'est ainsi que la Chine aurait entendu parler justement de ce personnage du Bouddha. Alors, ce qui m'intéresse surtout dans ce passage que je ne vais pas rappeler dans le détail, c'est cette phrase donc, que j'ai surlignée en rouge ici, où on nous dit que ce qui est rapporté par les sources bouddhiques, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle ici les Futu Suozai, présente des analogies et des différences avec le livre canonique de Lao Tzu, Lao Tzu Jing. Et on pense en effet que Lao Tzu, ça c'est la suite du texte ici, c'est-à-dire donc on pense en effet que Lao Tzu serait parti vers l'ouest en sortant des passes, qu'il aurait traversé les contrées de l'ouest jusqu'au Tianzhu, c'est-à-dire jusqu'en Inde, et qu'il aurait Jiaohu, c'est-à-dire qu'il aurait enseigné les Hu, Hu étant une désignation générique pour les peuples considérés comme moins civilisés du Grand Ouest. Donc voilà, vous avez un texte qui date donc du IIIe siècle de l'ère chrétienne et qui déjà insinue que en réalité il y aurait un lien donc entre la figure du Bouddha
venu de l'Inde, et la figure de Lao Tzu, donc l'auteur présumé du Tao Te Ching, du livre de la voie et de sa vertu. Vous avez ici le rappel d'une légende qui brode et qui extrapole sur la biographie non moins légendaire de Lao Tzu que vous trouvez dans le Shiji, c'est-à-dire les mémoires historiques de Sima Qian, qui datent donc du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Et vous avez dans le Shiji un chapitre qui constitue la biographie de Lao Tzu et Han Fei, c'est-à-dire donc le Lao Tzu Han Fei Liezhuan. Alors je rappelle toujours ce fait tout à fait intéressant que Lao Tzu, avant les Han et au début des Han, était intimement associé à Han Feizi. Han Feizi qui était donc le principal théoricien du légisme, c'est-à-dire de cette ligne dure de la théorie politique, de ce totalitarisme ancien, antique, puisque Han Feizi a été le tout premier commentateur du Lao Tzu. Actuellement, le Lao Tzu nous apparaît comme un texte au fond assez, comment dire, planant, mystique, qui a été largement mise en valeur par notre génération de Babacool, mais en réalité, le Lao Tzu, au début des Han, apparaît encore comme une sorte de manuel de théorie politique totalitariste. Bon, à tel point que vous avez ce regroupement de Lao Tzu et de Han Fei dans le même chapitre du Shiji. Et là, vous avez cette légende selon laquelle Lao Tzu serait parti vers l'ouest, et au moment justement de partir vers l'ouest, au moment où il traversait la dernière passe vers l'ouest, il aurait laissé donc au gardien de la passe un écrit de 5000 mots sur le Tao, la voie, et le Te, sa vertu ou sa puissance, et on nous dit qu'ensuite il aurait disparu, Mouji Qi So Zhong, c'est-à-dire sans que nul ne sache ce qu'il est devenu. Alors, ce qui, évidemment, laisse toute latitude pour imaginer que soit Lao Tzu est en réalité parti vers l'ouest pour s'initier à l'enseignement du Bouddha, enseignement qu'il aurait ensuite rapporté en Chine. Alors ça, c'est la version des bouddhistes. Ou alors, vous avez aussi l'hypothèse selon laquelle il serait parti vers l'ouest, d'où il est revenu en Chine, sous la forme du Bouddha, ou bien que le Bouddha n'aurait été qu'un disciple de Lao Tzu, ce qui signifiera en somme que le bouddhisme n'est en fait que le taoïsme revenu de l'Inde. Et ça, bien sûr, c'est la version des taoïstes, et en particulier des sectaristes religieux de mouvements proprement religieux, comme celui des turbans jaunes, pas des gilets jaunes, mais des turbans jaunes, les Huangjin, qui se manifestent à la toute fin des Han postérieurs, c'est-à-dire donc à la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne. Donc vous commencez à percevoir que dans ces premiers siècles du début de l'ère chrétienne se produit inévitablement un amalgame et une sorte de rivalité, de guéguerre entre le bouddhisme et le taoïsme, parce que là, le bouddhisme apparaît comme une sorte de concurrent par rapport au taoïsme qui, lui, est en train de se constituer véritablement comme religion. Et cet amalgame est assorti, bien sûr, d'une tentation de récupération réciproque. Alors, l'idée que le Bouddha ne serait autre qu'une réincarnation
de Lao Tzu trouve son apothéose dans ce qu'on a appelé le sutra sur la conversion des barbares, hein, ce que vous avez en bas de la diapositive, le Lao Tzu Hua Hu Jing, c'est-à-dire donc le Jing, l'écrit canonique, hein, qu'on présente comme un sutra, et évidemment il s'agit d'un faux, hein, il s'agirait d'un sutra. Alors les sutras, je rappelle quand même qu'il s'agit d'écritures qui sont censées recueillir la parole du Bouddha. Hein. Donc ici on lui attribue une authenticité qu'il n'a pas. C'est donc le sutra portant sur Lao Tzu en train de hua, c'est-à-dire de transformer littéralement, hein, de convertir donc les Hu, ces barbares de l'Ouest. Alors ce soi-disant sutra a été composé de fait vers l'an 300 de l'ère chrétienne pour les besoins de la cause, et il a été l'objet de querelles féroces tout au long du IVe siècle, et qui ont de fait rebondi une fois de plus au VIe, VIIe siècle, donc à l'époque Tang. Alors un autre texte qui témoigne de la complexité et de l'ambivalence de ce processus de réception du bouddhisme en contexte chinois, c'est cet ouvrage que nous avons évoqué l'année dernière, intitulé le Mozi Li Huo Lun, que vous avez ici dans l'excellente traduction de notre collègue de l'Université Paris Diderot, Béatrice Laridon, qui a contribué à plusieurs reprises à cette collection bleue que vous devriez connaître maintenant. Si ce n'est pas le cas, je répète qu'il s'agit d'une collection qu'on a appelée familièrement et affectueusement les budets chinois. Si vous êtes frotté un petit peu au grec et au latin dans vos jeunes années, vous aurez tous pompé les traductions des budets grecs et des budets latins. Maintenant, vous pouvez le faire avec le chinois classique. Il s'agit d'une collection qui a été créée en 2010 et nous sommes à près de 30 volumes parus. Donc l'un de ces volumes est une traduction de ce Mozi Li Huo Lun qui signifie littéralement comment Mozi, maître Mo, met de l'ordre Li dans le Huo, c'est-à-dire dans la confusion ou le doute. Donc c'est un titre que Béatrice Laridon a choisi de traduire par dialogue pour dissiper la confusion. Alors cet ouvrage est très intéressant parce qu'il aurait été composé dans l'extrême sud de l'espace chinois de l'époque, à la fin du IIe siècle, donc nous sommes à la toute fin des Han, par vraisemblablement un lettré chinois converti au bouddhisme. Alors, il est intéressant de voir l'origine géographique de cet ouvrage parce que cet ouvrage est considéré comme un texte fondateur du bouddhisme vietnamien. Ce que j'ai pu vérifier par moi-même, étant donné que j'ai fait une récente mission au Vietnam, et donc on m'a beaucoup parlé justement de Mo Tzu. Vous le retrouvez aussi dans les sources scripturaires vietnamiennes. Alors, dans cet ouvrage, vous avez ce passage qui correspond donc. Alors c'est un ouvrage qui est organisé en arguments, donc que Béatrice Laridon a numéroté. Donc vous avez ici l'argument 14, puisqu'il s'agit d'un ouvrage qui essaye justement d'argumenter en faveur du bouddhisme. Alors ce passage nous dit ceci, comme le dit le commentaire, l'étoile polaire, Beichen, est est au centre du ciel
在人之北 et au nord du monde humain. On voit par là que Han Di, que la terre des Han, Wei Bi Wei Tianzhong Ye. On voit par là que la terre des Han ne se trouve pas nécessairement au centre du ciel. Il est dit dans les sutras du Bouddha, Fuojing, que de haut en bas et jusqu'aux confins du monde, tout être vivant tient du Bouddha. Ici, le Bouddha est nommé Fo, Foto. C'est une autre transcription par rapport à Foto que nous avions rencontré jusqu'à maintenant. Donc, tout être vivant tient du Bouddha. C'est ainsi que le maître Mo parle en son propre nom, que je me suis mis à vénérer et à étudier cet enseignement donc du Bouddha. Et Béatrice Laridon commente ce passage dans ces termes, je la cite, « L'universalité de l'enseignement bouddhique, sa vision d'un monde où tous les vivants partagent une nature commune, à savoir la nature de Bouddha, semble ainsi avoir joué un rôle déterminant pour Mozi. De manière significative, cette idée est amenée par une nouvelle vision du cosmos, illustrée dans une sentence apparemment extraite d'un commentaire au classique, c'est donc cette phrase que nous venons de lire, suggérant que le centre du ciel n'est pas le même que celui du monde des hommes, du moins celui qui est connu et reconnu dans le monde des Han. Et là, Béatrice Laridon a cette phrase importante, le centre est déplacé et n'apparaît plus comme évident. L'enseignement bouddhique vient ajouter à ce décentrement un étirement du monde moral en l'étendant à tous les êtres vivants. Donc ici, vous avez l'expression tout à fait claire d'une universalité autre que celle à laquelle prétendait donc la centralité chinoise jusqu'à maintenant. Et Béatrice Laridon souligne justement que cet ouvrage, Mozi, reflète le point de vue très excentré donc, de ce lettré qui vit à l'extrême sud de la Chine, qui correspond à ce que les colonisateurs français appelaient le Tonkin, c'est-à-dire donc le nord du Vietnam. Alors, je m'arrête là aujourd'hui. Nous avons fait ce rappel de ce que nous avions lu l'année dernière et nous allons repartir de là donc la semaine prochaine en parlant d'une situation tout à fait différente donc au nord de la Chine des 3e, 4e siècles de l'ère chrétienne. Merci d'être venu aujourd'hui et à la semaine prochaine si le Bouddha nous prête vie. Merci.